Si vous faites de la publicité sur Facebook Ads, il est fort probable que vous vous retrouviez un jour face à cette problématique, à savoir se faire hacker son compte. Se faire hacker son compte, c'est évidemment très complexe parce que ça vous handicape, ça vous gèle complètement sur vos activités et surtout, le pire, c'est évidemment que vous ne retrouviez jamais votre compte. Et pourquoi je vous en parle maintenant? C'est parce qu'on va arriver petit à petit à la fin de l'année et c'est à la fin de l'année que les plus gros hacks se font. Donc, c'est pour cette raison que dans cet épisode, on va parler de hacks et de comment éviter de se faire hacker son compte Facebook. On lance tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads, le podcast qui vous aide à passer la barre des $1000 ou 1000 euros de budget par jour. Il vous est proposé par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis même entouré d'une seule personne, mais c'est déjà bien, entouré d'un expert de la cybersécurité, à savoir Julien Teste-Arnois. Comment ça va, Julien? Ça va très bien, toi. Merci Antoine pour l'invitation. Bah écoute, moi c'est un plaisir de te retrouver. On s'était déjà parlé dans la J7 Academy au cours d'un workshop qui était effectivement très bien. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de t'amener aussi sur social scaling. Alors, je le réexplique le contexte, mais vraiment la fin d'année, c'est là où les budgets sont les plus conséquents. C'est là où la plupart des annonceurs souhaitent scaler, augmenter leur budget. Et c'est généralement là que se fait le plus gros hack. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, toi, de te faire venir, parce que tu es évidemment un expert de la cybersécurité. D'ailleurs, est-ce que tu peux rapidement nous parler de ton activité dans l'immédiat et de ton entreprise, bien sûr? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai fondé Resoloc. Donc, Resoloc, c'est une firme de cybersécurité, mais qui est spécialisée à 110% dans la sécurisation des réseaux sociaux. Donc, à travers des audits de vulnérabilité et de l'accompagnement sur mesure, on a des entreprises à venir protéger cet accès très important, comme tu le disais, pour justement éviter d'être vous la prochaine victime d'un piratage sur les réseaux sociaux, parce que, comme tu le disais très bien, ça fait très mal quand ça arrive. Mais il y a des moyens de se protéger, donc il faut juste prendre le temps de les mettre en place et c'est là que Resoloc vient vous aider. Et effectivement, tu viens de le mentionner, c'est parce que tu fais beaucoup d'audits pour des grandes agences, des annonceurs, que tu as repéré qu'il y avait très régulièrement les mêmes problématiques et c'est de ça dont tu viens nous parler. Littéralement, tu vas nous donner des histoires d'audits que tu as pu faire et de même de hacks, qui se sont produits, il me semble et comment cela peut, vous aider justement à améliorer votre propre sécurité sur les réseaux sociaux pour éviter de se faire hacker votre compte Facebook en fin d'année. Ça serait, quand même pas mal. Donc Julien, je te laisse la parole. Je te laisse nous expliquer la toute première histoire. Absolument. Alors la première histoire, c'est un audit de vulnérabilité, qui visait une grande agence marketing, c'est environ une cinquantaine d'employés, qui font autant de la gestion de réseaux sociaux, que de la gestion de comptes publicitaires et de en fait, durant l'audit, j'ai constaté, une faille assez critique. Après, on va pouvoir la développer point par point pour justement aider l'audience à comprendre, c'était quoi l'erreur avec ça et eux, dans leur cas, ils géraient les mots de passe, autant les mots de passe pour les comptes des employés que tous les mots de passe des comptes clients, dans un fichier Excel. Donc, vous avez un beau fichier Excel, il y avait tous les mots de passe de tout le monde et ce fichier était sur Dropbox. Donc, une plateforme cloud pour sauvegarder des fichiers. Et donc, tous les employés, sans exception de l'agence, avaient accès à ce fichier Excel et le fameux double facteur d'authentification n'était activé sur aucun compte usager Dropbox utilisé par la compagnie. Pas mal. Donc, tout ça, juste avec un fichier Excel, il y a plein de failles critiques que je vois assez fréquemment au niveau des agences marketing et agences qui gèrent de la publicité. Et la première erreur, c'est vraiment le fichier Excel, un fichier Google Sheet. Ce n'est pas un endroit où sauvegarder des mots de passe. Il faut absolument arrêter de faire ça. Ce n'est pas du tout sécuritaire. Même si on met un mot de passe sur le fichier Excel, en quelques minutes, ça se craque, ça se contourne. Donc, bref, les mots de passe, ça se sauvegarde dans un gestionnaire de mots de passe. Il y en a plusieurs disponibles sur le marché. Et quand tu es une entreprise, quand tu dois gérer des mots de passe, autant client qu'à l'interne, il ne faut pas utiliser les fichiers Excel, fichiers Google Sheet, parce qu'au final, le texte d'information est en clair dans le fichier. Donc, si quelqu'un réussit à récupérer ce fichier, eh bien, il aura accès à tous les mots de passe qui sont dedans. Et ça, c'est vraiment la première erreur que je vois assez fréquemment, qui peut poser, comme tu l'auras compris, un risque assez important si ce fichier venait à se perdre dans la nature ou tomber entre de mauvaises mains. Ça, c'est vraiment la plus grande erreur. Je vois tellement la situation. On commence à être beaucoup d'employés, donc on met en place des solutions un petit peu artisanales pour centraliser un peu tous les identifiants à droite à gauche. Et là, en fait, l'erreur pour toi, c'est de le mettre sur un fichier qui est dans un Google Drive. Et surtout, et je me souviens de ce que tu nous avais dit lors du workshop, mais le fait est que tout le monde a accès
à ce fichier n'importe qui dans l'entreprise. Donc il suffirait finalement qu'une seule personne se fasse hacker son compte Dropbox, c'est ça? Et que derrière, bah, toute la société tombe parce qu'au final, les mots de passe, les identifiants sont récupérés. On lance des campagnes à tout va et ça part directement, pour du trafic gratuit en Asie. Je dis ça parce que c'est souvent, souvent Oui, ce qui se passe lorsque vous vous faites hacker. Il y a toujours des campagnes qui partent vers l'Asie, on sait pas trop. absolument. Et puis tu vois, je pense la 2e, grande faille, c'est un peu d'en parler, c'est justement que tout le monde dans l'entreprise avait accès. Et ça, je le vois aussi beaucoup dans le monde du marketing et des ads, sur les réseaux sociaux. Tout le monde a accès à tout. Alors que la réalité, est-ce que la secrétaire, est-ce que le directeur financier a besoin d'avoir accès aux mots de passe des clients des réseaux sociaux? La réponse, c'est non. Donc, il y a aussi un travail de venir segmenter les accès et en fait de donner les accès, aux personnes seulement ce qu'ils ont besoin réellement pour faire leur travail. C'est ce qu'on appelle le principe du moindre privilège en cybersécurité et ça, c'est très, très, très rarement mis en place dans les entreprises que j'audite, alors que c'est la meilleure manière de se protéger. Parce que tu as raison, s'il y a un seul employé qui se fait pirater, là, boum, les mots de passe sortent et le fichier peut être récupéré. Alors que si tu viens limiter qui a accès à ce fichier et que tu donnes seulement l'accès aux gens qui ont vraiment besoin d'avoir accès, tu viens automatiquement limiter le nombre de personnes qui pourraient potentiellement, se faire pirater et avoir accès aux fichiers. Donc ça aussi, c'est, une grande faille, mais c'est aussi très facile de la corriger. Il faut justement limiter qui a accès à certaines données sensibles. Dans notre cas, le fameux fichier de mot de passe, tu limites au maximum à ceux qui en ont vraiment besoin et tous les autres, tu ne leur donnes pas accès. Et ça, justement, cette manière de procéder, c'est souvent ce qui est rarement mis en place. On donne accès à tout le monde, puis après ça, c'est parfait. Alors que, non, ça peut poser un risque beaucoup plus important si tu ne limites pas qui a accès à ces données sensibles. Donc là, la ton 1 audit montre surtout le fait que, les acteurs, du marketing sur Facebook Ads veulent aller vite, donc donnent des accès, énormes à tout le monde, centralisent, dans un endroit qui n'est pas sécurisé et ça, c'est déjà 2 énormes failles pour votre propre compte Facebook. D'accord pour cette histoire. Ça serait quoi la prochaine selon toi qui pourrait amener encore d'autres conseils? Ah tu vois, ça c'est pas une agence, c'est vraiment une compagnie qui sont dans l'agroalimentaire. C'est environ une centaine d'employés et eux, tu vois, ils géraient à l'interne leurs, réseaux sociaux. Ils faisaient affaire avec une agence pour la publicité et en fait, pour faire simple, tous les utilisateurs qui avaient accès au business manager de l'entreprise, avaient le rôle contrôle total du business manager et tout le monde était, administrateur de la page Facebook. Donc là, ça, une grande faille que je vois aussi beaucoup et ça revient un peu à ce que tu disais, on veut la rapidité, la facilité, c'est qu'il y a une utilisation abusive, du rôle d'administrateur sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Meta. On va aller vite, donc on dit on donne accès à tout le monde et comme ils sont admins, ils pourront faire ce qu'ils veulent, donc ce sera plus facile à gérer. Or, ça cause vraiment un danger énorme parce que peut-être pour rappeler un peu à l'audience, quand tu as le contrôle total d'un business manager, tu peux te donner accès à n'importe quelle ressource qui est intégrée dans le Meta Business, mais tu peux aussi retirer n'importe quelle personne, qui est admin. Donc au final, quand il y a une cyberattaque, si un compte, qui est super admin se fait pirater, les fraudeurs vont retirer tous les autres, administrateurs et vont prendre le contrôle de toutes les ressources qui sont intégrées dans le Meta Business ou auxquelles, ils y ont accès. Donc ça, justement, de mettre tout le monde administrateur, tu viens augmenter ton risque que si un compte, comme je disais, se fait pirater, qu'il soit super admin. Alors que si tu viens de nouveau limiter les gens qui sont admin, de manière statistique, il y aura plus de chances que ce soit un compte qui soit en accès partiel qui se fasse pirater si ça venait à arriver, que ce soit un compte avec le contrôle total. Donc ça, c'est une très bonne manière de se protéger, c'est justement de limiter le nombre d'administrateurs. Et la réalité, c'est que pour faire son travail de tous les jours, autant des gens qui gèrent des publicités, des gens qui vont les créer et tout, tu pas besoin d'être admin de compte publicitaire. Tu pas besoin d'être admin d'une page Facebook pour configurer et pousser des publicités. Donc ça, évidemment, si tu comprends ça, tu devrais limiter le champ des gens qui ont ce rôle élevé, là. Tu fais ça encore une fois pour aller plus vite parce que autrement, à chaque fois que la personne a besoin de quelque chose, elle doit demander à un admin de lui donner. Donc cet admin en a juste marre et lui donne un accès admin à son tour pour qu'il se débrouille. Mais ça revient à ton premier point en fait, c'est que si l'une de ces personnes est touchée par un hack, soit un hack Google, soit un hack par exemple Dropbox, toute la compagnie qui flanche ou toute l'agence qui flanche. Donc faire attention aussi à ça, être beaucoup plus minutieux sur à qui tu le donnes, mais aussi qu'est-ce que tu lui donnes clairement. Voilà, c'est tout à fait. Autant pour tout ce qui est ressources, pages, mais aussi compte publicitaire, c'est en effet le rôle de contrôle total de compte publicitaire. Pour modifier des plafonds de défense ou des moyens de paiement, oui, tu en as besoin.
mais pour gérer les publicités de manière quotidienne, tu en as pas besoin. Donc en effet, si tu limites ce rôle-là, ben, comme tu le dis, oui, tu viens limiter le risque que s'il y a un piratage, ben, l'impact est beaucoup moins important que si le compte était admin. Fait que ça, pour les 2 histoires d'audit, c'est un peu ce que je voulais amener. Et là, ben, on a vraiment des histoires d'hacking qui sont réellement survenues, OK. sur lesquelles j'ai été amené à collaborer. Dans la première entreprise, ils sont dans le secteur du vêtement, donc ils conçoivent des vêtements. Et eux, tu vois, ils dépensaient autour d'1 million de dollars par année en publicité Facebook Ads. Donc, on parle de quelques centaines de milliers par mois ou un peu plus, je pense, vers la fin de l'année, comme tu dis. Et dans leur cas, ben, il y a un employé qui avait un compte Facebook qui avait accès, du coup, au compte publicitaire et au Meta Business. Et ce compte a été piraté. OK. Alors, cet employé avait le rôle contrôle total avec son compte Facebook. Donc, ben, les pirates ont du coup pris le contrôle de tous les comptes publicitaires de l'entreprise. Comme il y avait des moyens de paiement enregistrés, comme c'est toujours le cas, ben, ils ont dépensé un peu moins de 10 000 pour faire des publicités en Asie. En effet, tu l'as dit, souvent c'est l'Asie qui est visée. Donc, du coup, ils ont pris les comptes publicitaires de cette compagnie de vêtements et ils ont utilisé ben, du coup leur carte de crédit pour faire des dépenses pour des publicités en Asie. Donc, les employés ont réalisé l'attaque. Donc, ils ont bloqué la carte de crédit dès qu'ils s'en sont rendus compte. Donc, ils ont réussi à se faire rembourser les sommes fraudées au niveau de la carte de crédit. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Fait qu'on pourrait se dire, ah, merveilleux, finalement, c'est réglé. Erreur. Le problème, c'est que, ben, comme ils avaient perdu les accès, ils n'avaient plus accès à leur compte publicitaire. Donc, même si la carte était bloquée, qu'il n'y avait plus de dépenses qui se faisaient, ben, eux ne pouvaient pas non plus rouler leur publicité. Et donc, l'impact qu'il Bloqué y a en eu, ben, fin c'est que d'année. durant plusieurs semaines, ils n'avaient plus accès à leur compte. Donc, il n'y a plus de pubs qui se lançaient. Donc, le chiffre d'affaires a baissé. Parce que, évidemment, quand tu dépenses autour d'1 million par année, clairement, ça ramène des ventes. Donc, si du jour au lendemain, tu passes à 0 $, 0 € par jour dépensé en pub, ben, tu sais que tes ventes, ça chute. Donc, justement, le président avait estimé à quelques centaines de milliers de dollars les ventes perdues qui auraient normalement été générées à partir de Facebook avec leur publicité. Donc ça, ben, l'impact, c'est vraiment là. C'est que même si tu réussis à bloquer la carte, le temps que tu récupères tes accès, ben, tout ce temps-là, la pub, il n'y en a plus aucune qui roule. Donc, c'est un impact généralement au niveau des ventes si tu en faisais avant. Si d'ailleurs tu récupères ton compte Facebook parce que c'est déjà arrivé que à cause d'un hack, Meta bloque le compte, mais derrière, l'annonceur ne puisse pas le reprendre et c'est encore pire. Ben voilà, là dans le fait, comme j'avais d'autres comptes qui étaient présents dans le Meta Business et donc on a finalement réussi à récupérer les accès. Donc finalement, on a réussi à prendre le contrôle des comptes publicitaires. Mais là, le problème qu'ils ont eu après ça, c'est que souvent Meta, ben, comme tu le sais très bien, il y a un plafond de dépenses Bah oui. quotidiennes qui est défini par Meta. Et donc généralement, quand il y a un piratage, quand tu récupères tes comptes, eh ben la limite, elle retombe à 0 ou du moins elle retombe au minimum. Dans le cas de cette compagnie, ils dépensaient quelques milliers de dollars par jour et là, ils sont tombés à un peu moins de 100 $ par jour. Ah ben, là aussi, ça n'a pas le même impact quand tu dépenses tes 3 000 $ par en publicité par Ah jour et là, ouais. tu tombes à 90, ça en ramène, tu vas peut-être faire un peu de vente, mais ça aura pas du tout la même portée que si tu en dépenses 3 000. Donc là, ben aussi, il y a eu un impact pour ça à long terme de recommencer à faire de la pub graduellement pour un jour retrouver ce plafond de dépenses quotidiennes qui était celui d'avant, le piratage. Donc l'impact est aussi là, c'est qu'il y a vraiment un post-piratage. Et dans le cas des publicités, ben, c'est souvent du coup d'être limité dans ce que tu peux diffuser et combien tu peux dépenser par jour au niveau de tes comptes publicitaires. Et puis même, j'en profite aussi, mais là, ils ouvrent un autre compte publicitaire, ils relancent tout et cetera, mais comme ton compte si ton compte entier, il est complètement HS, tu pas censé retrouver aussi ton pixel, ton tracking, donc c'est tout est à recommencer et là, comme tu as pu le mentionner avec ce président d'entreprise, qui t'expliquait qu'il avait perdu, je sais pas, plusieurs centaines de milliers de dollars dans cette période, c'est enfin se faire hacker son compte en fin d'année alors qu'on mise beaucoup sur la fin d'année pour générer des nouveaux clients, pour faire réacheter des clients existants, mais c'est catastrophique. Donc aussi, moi, je vous donne juste un petit conseil parce on l'a déjà fait chez J7 Media. Mais si vous voulez vous éviter au maximum ce genre de problème, ayez des comptes de backup. C'est-à-dire, vous créez un autre compte sur votre business manager dans l'idée où c'est juste votre compte publicitaire qui tombe, hein, et pas le business manager parce que alors là, c'est encore pire. Mais évidemment, le compte publicitaire et toute l'année, vous faites tourner un petit budget dessus avec le même pixel, etc. Mais vous faites tourner un petit budget dessus pour que si jamais votre compte principal tombe, bah déjà, vous avez déjà un compte publicitaire qui a tourné, je sais pas, plusieurs mois avec un budget un peu conséquent, on va dire. Et du coup, si vous commencez à scaler, bah, Meta sera beaucoup plus
OK sur le fait que vous augmentiez votre budget et que vous puissiez rattraper votre budget initial. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait avec succès, donc je vous encourage à le faire. Par contre, c'est évident, il vous faut un petit budget, il faut regarder aussi ce qu'on Non, mais en effet, c'est une très bonne chose. C'est dans beaucoup ça prend des comptes de backup en cybersécurité. Mais ça en prend aussi en effet dans le monde du marketing et de la publicité. Oui, tu as bien raison, ça peut être une très bonne, option de se protéger au cas où il y aurait un problème avec un des comptes publicitaires. Juste avant que tu enchaînes, mais tu as mentionné du coup qu'un l'employé s'était fait hacker. Est-ce que vous avez retrouvé la source du hacking? Est-ce que c'était un email, parce que ça, on va en parler évidemment des emails et des messages Messenger. Je sais pas si tu t'as prévu une histoire en particulier dessus, en tout cas, c'est sûr qu'on va en parler, mais est-ce que vous avez retrouvé la source du hacking pour cet employé? Alors dans son cas, tu vois, c'était tout bête. Il avait mal activé le double facteur d'authentification. Heu, ça on l'a dit, c'est primordial de l'activer partout. Encore faut-il l'activer de bonne manière et comme il faut. Ah ben, dans son cas justement, il l'avait activé, mais il l'avait mal configuré, il l'avait fait avec une option d'SMS. Il y a eu une faille au niveau des textos et donc le fraudeur a réussi, à rentrer. Alors que toi, comme je dis d'ailleurs, tu es à la G7 Academy, s'il avait activé le double facteur avec une application d'authentification, donc Google Authenticator ou Microsoft Authenticator par exemple, ben là, c'est beaucoup plus complexe de contourner. Là, il faut que le fraudeur ait accès au téléphone physiquement et qu'il ait accès à l'application. Là, c'est beaucoup plus complexe et donc dans ce cas-ci, ça aurait potentiellement pu sauver, le compte du piratage. Mais évidemment, ça comme on voit, si on veut aller rapidement, on oublie, on met ça de côté. Jusqu'au jour où, ben, Ouais. malheureusement, c'est nous qui devenons la cible, justement. Je tiens juste à préciser parce que j'en suis sûr, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est l'authentification à double facteur. En fait, un outil de sécurité pour Meta, que ce soit Facebook ou Facebook Ads, qui, lorsque vous vous connectez avec un nouveau PC ou avec votre PC, mais depuis une nouvelle Wi-Fi, depuis un autre pays, etc., en fait, il va vous dire, attends, je veux, au-delà de ton mot de passe, je veux que tu me donnes un autre mot de passe qui va soit être un SMS que je vais t'envoyer, soit qui va être un code qui se génère et se détruit automatiquement toutes les, je sais pas, 15 secondes, qui est sur une application ultra sécurisée comme Google Authentify. Et là, l'idée, c'est que ça, déjà, ça apparaisse lorsque vous essayez de vous connecter à Facebook n'importe où dans le monde, et aussi lorsque vous souhaitez atteindre le business manager. C'est-à-dire que moi, si je vais aller sur mon business manager, le business de J7, ben, je vais avoir un code à rentrer, et ça, même si je suis déjà connecté à Facebook. Et c'est à ce jour, je pense, et tu me confirmeras, c'est à ce jour la meilleure solution, en tout cas de protection pour ton propre compte Facebook Ads, ton propre compte Facebook, si je dis pas de bêtises. Ouais, Absolument. OK. Mais écoute, j'ai rien à dire, tu as très bien expliqué. Cool. En fait, c'est sûr que le risque zéro n'existe Ah ouais, jamais, c'est mais sûr. évidemment, en termes de protection des réseaux sociaux, c'est en effet la meilleure protection, c'est d'activer le double facteur avec une application et de forcer la double facteur quand tu tentes d'accéder à un business manager. Ça, en effet, c'est primordial. Tu vois, la deuxième histoire, ben là, pour le coup, justement, on parlait de comment le pirate a réussi. Ben là, c'était un compte Facebook qui, de nouveau, était piraté. Vous allez dire, vraiment, c'est le courriel, c'est l'adresse email qui était mal sécurisée. Donc, le fraudeur est passé par l'adresse email pour compromettre le compte Facebook. Donc ça aussi, c'est aussi une faille que j'aurais pu expliquer, mais que je vois beaucoup. Les gens oublient de sécuriser l'adresse mail qui est associée à leur compte Facebook. Et donc, même si le compte est sécurisé, si l'adresse mail ne l'est pas, ça devient une porte d'entrée pour les fraudeurs. Et ben dans ce cas-ci, c'est ce qui est arrivé. Donc, la personne, elle travaille pour une compagnie dans l'événementiel qui dépensait quelques milliers de dollars par mois en publicité. Donc, dans leur cas, ben, justement, les pirates ont pris possession d'un compte publicitaire. Ils ont dépensé des sommes frauduleuses pour faire des publicités ailleurs dans le monde. Là, par En contre, dans le cas de Asie. cette entreprise, Non, je oui, rigole. voilà. Eux, je sais plus, mais c'était sûrement en Asie. Ouais. Mais tu vois, contrairement à la première histoire, eux, dans leur cas, la carte de crédit n'a pas été débitée. Donc, ils se retrouvent avec une balance de compte à payer à Meta. Donc là, ben, quand tu as une balance de compte, tu peux pas faire opposition aux sommes avec ton émetteur de carte, puisque les sommes n'ont pas été débitées. Évidemment, ils ont annulé la carte pour être sûr qu'elle se fasse pas débiter. Donc là, ben, eux, ils ont dû, en fait, ils ont été confrontés au problème de se dire, bon, on a une balance de compte, dans leur cas, c'était 6 200 $ qu'ils devaient payer. Donc là, tu dis, bon, soit qu'on met une nouvelle carte de crédit, on fait le paiement et on espère pas se faire rembourser par l'émetteur de la carte, ou on dit on met aucune carte, on ne paye pas et on essaye si on veut, de se battre avec Meta pour prouver que c'est pas nous qui avons dépensé la somme pour qu'ils annulent un peu la balance de compte. Et ben, le problème, c'est que quand tu es rendu à devoir prouver à Meta que c'est pas toi qui as dépensé l'argent, mais que ça vient de ton compte publicitaire, eh ben, c'est des batailles à plus finir et souvent, ce n'est pas gagné. Le problème, c'est que tant que tu dépenses pas, tant que tu règles pas ce litige-là ou que tu payes pas la somme, ben, ton compte publicitaire est bloqué. Donc là, de nouveau, même principe, tu peux plus faire de publicité. Donc, c'est vrai que tu viens avec un dilemme, voilà, de soit que tu payes sans te faire rembourser,
soit que tu payes pas et tu tentes de réussir à prouver à Meta que c'est pas toi qui as dépensé les sommes frauduleuses sur ton compte publicitaire. Tu parles de remboursement, du fait que c'est pas facile d'être remboursé. Sur les clients qui ont été remboursés et que tu as pu suivre, tu sais combien de temps ça prenait en moyenne? Le Dans mon cas, par exemple, ces clients-là, eux, ils ont jamais réussi. Finalement, ils ont décidé de De payer? payer, puis OK. bon, ouais. Mais ce que j'avais entendu une histoire d'un collègue, puis on parle de plusieurs mois, là. Honnêtement, de réussir à te prouver s'il y a pas des médias qui interviennent, qui parlent de ton histoire. Et oui, souvent, c'est plusieurs mois C'est de bataille énorme. pour Mmh. finalement réussir. Ah oui, on s'entend que durant plusieurs mois, tout est à l'arrêt. Souvent, c'est malheureusement plus rentable de payer Bah la oui. somme, puis tenter de te faire rembourser par l'émetteur de la carte, que de te battre avec Meta, quoi. Parce qu'en effet, si tu prends cette avenue-là, Heu, bonne chance, faut avoir les reins solides. Puis si tu décides de les poursuivre, par exemple, il faut savoir que le siège juridique de Meta est à Dublin. Donc, là aussi, tu t'engages dans des batailles, Ah mais ça avec vaudra ces jamais Meta, le quoi. coup. C'est Bah, que pour 10 000 €, ça vaut pas le coup de enfin, c'est une on somme s'entend. conséquente, hein, mais genre, trouver un avocat, spécialisé, dans la loi, du à moins que vous Ben, soyez déjà voilà, à Dublin et que vous ayez un avocat, pourquoi oui, pas, tout mais à fait. si c'est juste, j'ai du mal à l'envisager pour une société qui est au Canada ou Absolument. Mais voilà, ça justement, c'est ça l'histoire que vous voyez, c'est que parfois quand la carte est débitée, ça va, mais quand elle est pas débitée, puis là, du coup, tu as un autre problème, c'est une balance de compte qu'il faut que tu règles avant de pouvoir reprendre, tes comptes publicitaires et recommencer à faire la publicité. Donc ça, c'était une histoire aussi, ouais. assez importante. Ouais, bah, évidemment, mais j'aimerais qu'on enchaîne justement sur les messages, que Meta peut vous envoyer. Alors que ce soit par email, que ce soit par Messenger. Qu'est-ce qu'il faut savoir à ce niveau-là? Qu'est-ce qui est vraiment du fait de Meta? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que je pense qu'il y a des moi j'en ai vu en tout cas des approches très, 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 très persuasives et c'est juste avec mon expérience que je me suis dit: «Non, c'est pas possible. Ça peut pas être ça» Oui, et heureusement, ben, parce que sinon c'est une très bonne question. En fait, tu vois, tout ce qui est message sur Messenger, la meilleure protection, c'est partir du principe que c'est faux. Donc, si tu pars du principe que, Facebook ne va jamais t'écrire sur Messenger, dès que tu vois un message, tu te dis: «C'est faux», tu viens somme toute de régler le problème de te faire avoir et tu reçois ça, touche à rien, c'est faux, supprime le message. C'est vraiment la meilleure protection, c'est de se dire que ce sera jamais vrai et c'est vrai, Meta ne contacte jamais sur Messenger d'eux-mêmes. Si tu ouvres un ticket avec le support publicitaire, là oui, tu peux aller avoir un échange avec une personne, mais ce sera toi qui auras initié la demande. C'est pas Meta qui vont décider de te contacter d'eux-mêmes, là. Donc ça, c'est la bonne chose de savoir. Et tout ce qui est email, courriel, ben ça, la meilleure manière de se protéger, c'est de regarder l'adresse courriel de l'expéditeur. Parce qu'en fait, souvent, on peut modifier le nom d'affichage d'un courriel pour faire passer pour Facebook, par exemple. Mais le courriel, ça, ce sera toujours, souvent, les fraudeurs, ça va être un Gmail, un Hotmail, mais ce ne sera pas un domaine de Meta. Donc, dans le cas de Meta, souvent, les courriels utilisés, c'est facebookmail.com ou support.facebook.com. Donc, même si ce qui est devant peut différer, mais après le arrobas, si c'est pas facebookmail.com ou si c'est pas MetaMail, ben, tu sais que c'est pas Facebook. Donc, ça aussi, c'est une manière de vérifier si c'est vraiment Meta ou pas. Tu regardes c'est qui l'expéditeur et si c'est pas un de ces domaines, ben, tu sais que c'est une fraude. Ça, c'est un peu la manière de vérifier si le email est vrai parce que parfois, c'est très, très bien fait. Donc, ce qu'ils font, ils pourront jamais usurper, c'est vraiment le domaine de Facebook. Donc, parfois, ils vont mettre Facebook, puis ils vont remplacer les O par des zéros. Et là, tu peux te faire avoir si t'es pas assez prudent. Mais voilà, ça, c'est une bonne manière de se protéger. Et sinon, la meilleure manière, c'est encore de se rendre directement sur l'accueil de l'assistance de Meta. Il faut voir le statut des comptes. Parce que souvent, ça, tu peux voir s'il y a des infractions ou si tu as des problèmes. Donc, si tu vois, soit au niveau de l'assistante, il y a aucune infraction ou qu'il n'y a aucun problème à signaler, ben, tu sais qu'il se passe absolument rien et que tu n'as pas ah de oui, problème oui, avec OK, Meta. je vois. Alors que si tu voyais, par exemple, compte restreint, ben là, tu sais que, là, il s'est vraiment passé quelque Bien chose, il sûr. faut que j'aille voir. Mais si au niveau des statuts, tu vois qu'il n'y a rien, ben, il y a de fortes chances que le mail ou le message, ben, ce ne soit pas Facebook, c'est ça, juste un fraudeur qui tente de te faire cliquer sur un lien ou qui tente de te faire peur, comme quoi tu aurais enfreint des règles. Surtout qu'il faut rappeler que Meta, si tu viens à être bloqué pour une infraction, tu le sais très vite, tout est bloqué, tu peux plus rien faire. Oui, oui. Je m'en avais d'ailleurs parlé avec un agent de Meta qui m'avait dit: «Ah nous Meta, Facebook, on bloque puis après on parle». C'est vraiment ça quand ils te bloquent, tout est bloqué, tu as des messages, tu es déconnecté et c'est après que tu sais que OK, là il se passe quelque chose. Mais quand un message te dit: «Attention, votre page va être restreinte», non, ils vont restreindre et après ils vont te dire pourquoi ou ils vont juste te dire: «Votre page est restreinte, donc débrouillez-vous». Donc ça, c'est un peu la bonne manière de se protéger de ces tentatives qui, en effet, arrivent de plus en plus souvent. Ils savent que des gens vont se faire avoir, ils vont cliquer sur le lien ou vont poursuivre
l'échange de messages. Tu as mentionné le fait que Meta ne te contacte jamais via Messenger. On en parle évidemment parce que là, au moment où on enregistre, on a vécu, je pense, 2-3 énormes vagues de Messenger qui arrivaient, sur des comptes, professionnels, enfin sur des pages Facebook, à coup de 5-6 messages, voire 10 messages pour certains comptes par jour de, fraudeurs qui vous disent: «Ah, c'est bloqué, c'est bloqué». Et là, je vais vraiment m'adresser plutôt aux agences et aux freelances qui ont le nez dedans tout le temps. OK, nous, en théorie, on le sait. Mais le point est qu'un hacking, très souvent, ça vient quand même pas mal de l'annonceur. Et ce que je veux vous mentionner par là, parce que moi, j'ai eu le réflexe à un moment parce que j'avais rentré un nouveau client assez jeune dans son approche sur Facebook Ads, etc. Et comme elle n'avait pas d'activité vraiment sur Facebook Ads auparavant, elle recevait, je sais pas, mais en tout cas, elle avait pas reçu ce genre de message. Ok, moi, je m'occupe de ces publicités sur Facebook. Donc, quand je les vois, je sais que j'ai rien à faire. Mais le problème, c'est que cette personne-là, elle est pas tellement au courant. Et les employés qui travaillent pour cette personne-là le sont encore moins. Et ça, c'est vraiment un point important, je dirais, à tous les freelances et média buyers indépendants et agences, etc. Ça peut valoir le coup. Monter un petit PDF juste pour dire, lorsque vous commencez à travailler avec un nouveau client, juste dire, OK, à partir de maintenant qu'on travaille ensemble, tout ce qui ressemble à ça, tu ne le calcules pas. Tout ce qui ressemble à ce genre de mail, tu ne calcules pas. Si tu as le moindre doute, d'abord, tu me demandes avant de faire la moindre chose. Parce que ça vous évitera évidemment qu'un client soit bloqué et que vous, comme lui, ne puissiez faire aucune activité sur Facebook, ce qui va pénaliser tout le monde, évidemment. Voilà, donc j'ai eu le réflexe, puisque je me suis dit que les employés de cette personne ne connaissaient évidemment pas ça. Donc je lui ai fait un petit mail en disant, regarde, ça, vous y touchez pas, vous faites pas attention. Si vous avez la moindre question, vous me posez d'abord moi la question, et après, on envisage de faire une action. Absolument, écoute, je ne peux que approuver cette démarche. Cool. Et en cybersécurité, la meilleure protection, c'est le savoir. Donc, ça passe par justement de l'éducation, par la sensibilisation. Donc, en effet, la meilleure manière de se protéger, c'est d'informer les gens des risques, des attaques potentielles. Comme ça, dès Exact. qu'ils sont au courant, ils seront plus alertes et ils vont normalement moins être risqués de se faire avoir que s'ils connaissent rien. Ben là, souvent, en effet, c'est tellement bien fait maintenant que si t'as pas la connaissance, c'est sûr que tu cliques sur le lien et puis c'est fini, quoi. Ah, c'est délirant. Je pense que j'ai dû même ignorer des vrais mails de Meta. Tellement à un moment, la pression, elle était forte. J'ai vraiment reçu. J'étais pas sûr et on demandait du coup même à notre account manager, je me souviens à l'époque, en disant est-ce que ça c'est vraiment Meta ou pas parce que je veux pas cliquer. Puis au pire j'ai pas de besoin donc ne me contactez Oui, pas. mais c'est ça, mais oui, très honnêtement, c'est de mieux, c'est vraiment de plus en plus réaliste. En fait, ils prennent des vrais courriels, ils font juste reprendre, vraiment le visuel. Mhm. Et maintenant, maintenant, avec la technique d'aujourd'hui, tu peux reproduire quasi à l'identique un mail de méta. Tout ce qui peut changer, c'est le mail de l'expéditeur, mais tout le reste, je veux dire, oui, tu n'y vois que du feu, quoi. Effectivement, je suis en train de refaire un peu tout ce qu'on s'est dit globalement là. Est-ce que tu as d'autres histoires ou pas? Une autre histoire? Oui, toi, j'aurais une bonne histoire Vas-y, qui fait vas-y. un peu suite à ce que tu viens de dire. Là, du coup, c'est une agence marketing qui gérait les réseaux sociaux de plusieurs compagnies, mais aussi les comptes publicitaires. Eux, dans leur cas, à cause d'une mauvaise gestion, un des comptes Facebook d'une des employées s'est retrouvé associé au compte Instagram d'un de leurs clients. OK. Tu vois, j'ai fait un post sur LinkedIn plus tard qu'hier, le fameux centre de compte qui permet de gérer tout ce qui est aspect sécurité et coordonnées de comptes Facebook et Instagram. Là, maintenant, Meta permet de lier plusieurs comptes Facebook et Instagram ensemble. Ouais. Et du coup, dès que tu fais ça, tu peux gérer les paramètres et les connexions de chacun des comptes sans nécessairement avoir accès à tous les comptes. Et donc, dans leur cas, justement, l'agence était comme toute bien protégée. Mais du coup, cet employé, compte Facebook lié au compte Instagram du client, le compte Instagram du client a été piraté. Et le fraudeur a réussi, du coup, à aller s'attaquer au compte Facebook de l'employé Oh. en passant par le compte Instagram piraté. Et donc, du coup, son compte Facebook à elle a été victime d'un piratage. Et là, comme elle gérait l'agence, le fraudeur a eu accès à partir de ce moment-là à tous les comptes publicitaires des clients et toutes les pages Facebook de leurs clients. Le strike. Et donc là, du coup, je pense qu'il y a eu les mêmes impacts qu'on a vu un peu à travers mes histoires précédentes. Des sommes ont été dépensées. Il y a eu des balances de compte. Il y a des pages Facebook qui ont été retirées de Business Manager pour les envoyer ailleurs. Là, du coup, gros bazar de devoir gérer, là, pas une attaque, mais plusieurs attaques. Et tout le monde tenter de reprendre le contrôle des pages Facebook des clients, d'annuler les comptes publicitaires, de limiter les dépenses et tout ça. Et donc, tout ça, c'est parti du principe que justement, il y avait une faille, mais du côté du client. Ce qui, du coup, fait un peu écho à ce que tu disais. Si l'agence et freelance se protègent bien, c'est une bonne chose. Mais si ton client de l'autre côté est mal protégé, il devient un risque pour lui-même, mais aussi pour toi. Donc, forcément, avec Chrysologue, je dis toujours que oui, vous protégez-vous, c'est important.
mais il faut aussi penser à sécuriser le client. Ouais. Parce que s'il y a un piratage, ça peut avoir un impact pour lui et pour vous, mais peut aussi devenir la porte d'entrée d'un piratage pour vous-même. Donc, enfin, dans ce cas-ci, si le compte avait été bien sécurisé ou qu'ils avaient justement segmenté les rôles pour pas qu'un compte Facebook soit associé au compte Instagram sur le centre des comptes, ben, le compte Instagram du client aurait été piraté, certes, mais ça ne serait pas rendu à l'agence. Donc, ça aussi, c'est justement une bonne manière de se protéger, de vraiment se limiter les accès entre agence et client pour justement, oui, pouvoir faire son travail, mais en ayant accès aux ressources de la bonne manière. Et ça aussi, c'est un truc qui parfois fait un peu défaut. C'est voilà, c'est de vraiment de oui, il faut qu'on fasse notre travail, mais il faut qu'on gère bien la manière dont on peut le faire. J'ai noté un peu une petite synthèse de tout ce qu'on s'est dit vis-à-vis des conseils voilà, pour que vous vous en souveniez, mais globalement, allez pas trop vite, soyez, minutieux et segmentez les rôles, donnez pas, tous les rôles à tout le monde, donnez pas tous les accès ou des niveaux d'accès gigantesques à absolument tout le monde, ça fait pas de sens. Ayez des comptes backup, alors là, c'est plus mon conseil, si vous voulez reprendre la publicité très rapidement, ayez des comptes backup tout au long de l'année avec un petit peu de budget pour montrer à Meta: «Hey, ce compte il existe, il dépense et il paye ses factures à l'heure sans problème», au cas où vous en ayez besoin justement pour un Black Friday, parce que c'est certain que ça peut en sauver un. Double authentification, et toi tu conseilles le code Google Authentificator, enfin Oui, l'application, ouais. Google Ou Authentificator. Microsoft, mais Ouais. voilà, ouais, ouais, une application de notification, ça c'est absolument, le SMS, il faut absolument éviter ça. C'est vulnérable à des failles. Évidemment, comme je disais, c'est double facteur pour tous les comptes. Donc oui, compte Facebook, mais aussi compte Instagram, compte Dropbox, compte Google Drive, adresse mail. Dès qu'un compte est en ligne, puis c'est possible de l'activer, et c'est le cas pas mal partout. Prenez le temps de le faire. Ça peut en effet limiter la grande majorité des attaques plus standards. Ils vont justement tenter de rentrer avec un mot de passe. Si tu mets ça en place, ça peut limiter un grand nombre d'attaques. Et donc, il faut pas juste faire ça, mais c'est déjà une très, très, très bonne base. Et si tu fais ça, c'est, disons, beaucoup plus protégé qu'une entreprise qui l'aurait. Donc oui, ça, c'est absolument. Et le dernier conseil, c'est ne jamais toucher au Messenger et double vérifier les domaines des emails qui vous sont envoyés, qui sont brandés Meta. Donc revenez à ce que Julien, tu viens de dire. Vous le notez sur un petit post-it, vous l'accrochez au mur et comme ça, vous posez pas la question. Si jamais vous posez vraiment la question, allez voir votre compte publicitaire. S'il n'est pas bloqué, tout va bien et vous ignorez l'email. Je pense que vous éviterez pas mal de problèmes. Tu as parlé de l'onglet, c'est ça, l'onglet account quality en anglais. Alors, je pense que ça va être la même chose, juste traduit. Donc vous verrez rapidement s'il y a un problème et si Meta a raison de vous envoyer un mail. Après, très souvent, ça peut être aussi des mails du style, on vous a attribué un expert Meta, prenez un rendez-vous, et puis bam aussi. C'est pas nécessairement que votre compte publicitaire. Est-ce que tu as d'autres conseils que j'ai pu louper ou que tu aimerais ajouter dont on n'a pas parlé dans l'immédiat? Bah, dans les grands conseils, on a vraiment fait en effet les grandes lignes. C'est sûr qu'évidemment, moi, je conseille toujours d'utiliser la fonction partenaire. Ça, c'est un truc que je vois aussi moins souvent, mais dès que tu es une agence, dès que tu es un freelance, c'est bien que le client ait son Oui, environnement ouais, ouais. et que l'agence ait le sien. Donc, du coup, au lieu d'avoir des accès directs sur chacune des ressources, ben, tu crées un lien partenaire, une fonction disponible sur le Business Manager pour avoir accès aux ressources du client, mais que les ressources restent bien dans son environnement. Et donc, quand tu fais ça, ben, tu as un seul point d'entrée pour tous les accès au niveau de l'agence et du client. Donc, même s'il y a 15 personnes au niveau de l'agence qui ont accès, par exemple, au compte publicitaire, ça fait un seul lien d'entrée. Dès que tu coupes ce lien d'entrée, mais tous les accès sont coupés. Ouais. Donc, c'est aussi une bonne manière de protéger l'agent, de dire, oui, on a accès aux ressources du client, mais on n'a pas les rôles complets sur la ressource. Donc, si nous, on exhume notre piratage, ben, c'est facile pour le client de juste venir barrer l'accès et du coup se protéger puis limiter que ce soit nous qui soit une porte d'entrée. Mais ça protège aussi, du coup, l'agence du client, que si lui, il y a un problème, ben, au moins les ressources restent vraiment de son côté. Et vous y avez accès en faisant le lien à partir du Business Manager. Ça, c'est une fonction qui est présente, mais que je vois qui est rarement utilisée. Donc, c'est vraiment une bonne manière aussi de se donner accès aux ressources de manière efficace. C'est vraiment en passant par le lien partenaire que tu peux créer entre deux business managers. Ça, c'est vraiment aussi une très bonne manière de se protéger. Puis évidemment, en fait, ça reste d'être vigilant et de ne pas reporter à plus tard. Tu disais, en fait, l'aspect sécurité, l'aspect cybersécurité, souvent, c'est moins concret, on pense que c'est pas important, jusqu'au jour où ça va être vous la victime. Et ben, c'est là que si tu n'as rien fait avant, ça va faire mal. Alors que si tu as pris le temps de te protéger avant, ben, tu viens grandement de limiter le risque d'être victime d'un piratage et que si même ça arrive, disons, ce soit beaucoup plus facile de venir corriger la faille, de te remettre sur pied. C'est comme tu disais, tout le monde est admin de tout et que là, ben, le compte piraté sur un compte qui est super admin et c'est là qu'en effet, tu tombes dans les vraies problématiques.
Et c'est là que ça fait très mal, comme on a pu le voir avec quelques histoires aujourd'hui, là. Lors de rencontres dans la J7 Academy, j'observe parfois que, assez régulièrement même, que les média buyers savent pas qu'il existe un onglet historique au niveau de vos campagnes, de vos audiences, de vos publicités. Alors très rapidement lorsque vous êtes sur le Ads Manager, vous avez sélectionné une campagne Facebook, vous avez la barre latérale à droite qui vous montre les trois petits traits pour vous dire comment ça a dépensé, etc. Et vous avez un petit onglet en dessous sur cette barre latérale droite qui vous montre une petite horloge, et en fait c'est l'historique de tout ce qui s'est fait sur votre campagne. Donc ça c'est parfait déjà pour voir si il y a un nom qui s'est glissé dans votre campagne et qui commence à toucher à des trucs, parce que ça j'ai pu l'observer aussi sur des prises de compte dans le sens hacking. Et là tout de suite on a pu se dire oula, mais attends, il y a eu des changements qui ont rien à voir, juste des petits changements on a juste changé l'URL mais pas nécessairement la publicité. Donc ça aussi c'est hyper intéressant, même pour voir à peu près qu'est-ce qui s'est passé sur la campagne de manière générale. On arrive à la fin de cet épisode, Julien. Je vais évidemment mettre tes contacts dans les notes de l'émission, mais comment on peut te rejoindre toi si on veut parler cybersécurité et si on veut faire appel à tes services? Alors, LinkedIn, je suis très, très présent, donc Julien Testana sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'ajouter. Je parle beaucoup ça de conseils de cybersécurité, on raconte des histoires. Bref, on aide vraiment les gens à mieux comprendre la cybersécurité des réseaux sociaux. Sinon, il y a mon site, réseaulogue.com. Ok. Donc, vous me connaissez directement. Sinon, évidemment, par courriel, julien@réseaulogue.com. Mais vraiment, LinkedIn, je suis vraiment très actif et que c'est souvent le plus facile de me rejoindre directement. Dernière petite question, tu travailles avec des clients qui sont en Amérique du Nord et aussi en Europe ou pas? Absolument, autant en Europe qu'au Canada. Ok. Pour l'instant, c'est principalement la France, mais Oui, donc comme c'est en francophone, ligne, quoi. oui, Ouais. en effet, mais oui, voilà, tout à fait. Mais Ok, oui, ok. Europe et Canada, autant agence marketing, médias buyer indépendants, que juste tes clients, tes finaux qui ont des réseaux sociaux et Bien qui sûr. les gèrent, ou qui travaillent avec une agence pour gérer une partie de leurs réseaux sociaux. Parfait. Écoute, merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous. C'est moi qui te remercie, ça a été un grand plaisir. Plaisir partagé. Et à tous ceux qui nous écoutent sur ce podcast, merci de nous suivre, merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous moi au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde. Ciao.